Donc, on est sorti. Donc, je l'ai dit au tout début du cours que le galactose, en fait, peut rejoindre la voie de la glycolyse, c'est-à-dire peut être utilisé pour produire de l'énergie, tout comme le glucose. Et pour cela, entre guillemets, doit être transformé en glucose. Donc, c'est la même chose concernant le fructose. Donc, elle est encore plus juste. Donc, pourquoi? Parce que le fructose, en majeure partie, va être catabolisé pour produire de l'énergie, plus que le galactose. Le galactose, il va surtout être utilisé pour entrer faire partie d'autres molécules. Le fructose, il va se comporter quasiment comme le glucose. Donc, la différence entre le fructose et le glucose, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des isomères déjà. Ce sont des isomères. Ils ont la même formule brute. La différence, c'est au niveau de la fonction. Pour le glucose, il a une fonction aldéhyde. Donc, c'est un aldose en C6, à 6 carbone. Et pour le fructose, c'est un cétose à 6 atomes de carbone. Donc, ils ont une isomérie de fonction. Le fructose, c'est un cétose. Le glucose, c'est un aldose. Et si vous remarquez bien, tout le reste est quasiment pareil, hein. Donc, on se base sur le sens ou bien la direction des hydroxydes. Tout le reste est pareil, sauf concernant la fonction. Ce qui va être très facile, donc ce qui va faire que le fructose va être très facilement transformé, entre guillemets toujours, en glucose. Euh, D'autres généralités sur le fructose. Donc, le fructose, il est surtout apporté par les fruits, donc en termes d'alimentation, et le saccharose. Donc, le saccharose, le sucre qu'on consomme tous les jours, il est fait d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose. Donc, aussi pour le fructose, il est non insulinodépendant, c'est-à-dire que pour être métabolisé, pour pénétrer dans la cellule, il n'a pas besoin d'insuline, contrairement au glucose. C'est pour cela que pendant très 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 longtemps, chez les diabétiques, on leur a conseillé de prendre du fructose. Mais dernièrement, ou assez dernièrement, on a découvert que ce n'est pas vraiment une solution viable à long terme. Pourquoi? Parce que certes, le fructose est non insulinodépendant, c'est-à-dire qu'il peut être métabolisé sans l'intervention de l'insuline, mais qu'une alimentation trop riche en fructose, parce que ces gens-là ont remplacé le glucose par le fructose, hein. Une alimentation très riche provoquait d'autres anomalies, par exemple, plus profondes et plus chroniques, comme le syndrome métabolique, comme la crise de goutte. On va en parler un petit peu après. Donc c'était ce qui concerne les généralités du fructose. Maintenant, son métabolisme. Donc l'absorption, c'est une toute petite partie, hein. Aujourd'hui, on va voir peut-être le cours le plus court de l'année, hein. Mais allez, c'est pas grave. Donc, son absorption, on l'a dit, apportée par les fruits et le saccharose. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une disaccharidase va cliver le disaccharide et le fructose va être absorbé via l'intestin, atteindre la circulation générale, puis atteindre le foie, où il va être catabolisé. Donc, cette voie métabolique, elle se fait au niveau du foie. Elle ne se fait pas exclusivement au niveau du foie, mais on va dire une très grosse partie se fait au niveau du foie, comme pour la quasi-totalité des métabolismes, hein. Donc, on a le foie et un petit peu le rein, on va dire. Donc, un petit peu le rein. Donc, le catabolisme. Le catabolisme du fructose, ça va vous rappeler beaucoup de choses parce que ça rappelle beaucoup la glycolyse. Donc, le catabolisme du fructose, il a deux voies. Il y a une voie majoritaire, une voie majeure, pardon. C'est celle-là, celle qui était décrite en gras, c'est la voie majeure, et une voie mineure. Donc, pourquoi une est majeure et l'autre est mineure? Tout simplement parce que lorsque le fructose arrive jusqu'à l'hépatocyte, il y a beaucoup plus de fructokinase que d'hexokinase, tout simplement. Alors, pourquoi elle est majoritaire? Parce que les enzymes, la fructokinase,
il y en a beaucoup plus que l'hexokinase. Donc, le fructose va essentiellement emprunter cette voie, qui est une voie assez courte, hein. Donc, on commence par la première réaction. On va décrire les deux voies. Donc, premièrement, la voie majeure, la première réaction. Le fructose va être phosphorylé. Phosphorylé en quoi? En fructose 1-phosphate. Il va y avoir consommation d'une molécule d'ATP. L'enzyme, c'est la fructokinase, pour nous donner le fructose 1-phosphate. Le fructose 1-phosphate, ensuite, il va être clivé. Clivé par quoi? Par une aldolase B. Donc, le nom TH, c'est aldolase B. Il y a la aldolase A et la aldolase B. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner deux trioses. C'est un hexose, c'est un ose à 6 carbones. Ça va nous donner deux oses à 3 carbones. Donc, en l'occurrence, le dihydroxyacétone phosphate, qui est un cétotriose phosphaté, dihydroxyacétone phosphate, et le glycéraldéhyde, qui est un aldotriose. C'est normal. Donc, il y a une seule molécule de phosphate. Elle va partir, on va dire, avec le dihydroxyacétone. Donc, le fructose 1-phosphate clivé en dihydroxyacétone phosphate et en glycéraldéhyde. Donc, la vraie voie, c'est celle-ci, hein. Puis, le glycéraldéhyde, il va être phosphorylé avec grâce à une triokinase, consommation d'une molécule d'ATP, pour nous donner le glycéraldéhyde 3-phosphate. Quand ça nous donne le glycéraldéhyde 3-phosphate, là, on est en plein, on est vers la fin de la glycolyse, hein. On est quasiment vers la fin de la glycolyse. Donc, vous remarquerez bien que la voie majeure, c'est comme si elle court-circuitait une grosse partie, une grosse étape de la glycolyse. Donc, c'est comme si elle prenait de l'avance et rejoignait ensuite la glycolyse qui va être et synthèse d'ATP. Ça, c'est la voie majeure. Oui, alors, donc on a dit glycéraldéhyde, ça va être phosphorylé et rejoindre la glycolyse. Et pour le dihydroxyacétone phosphate, il y a une réaction réversible, très facile, qui ne consomme absolument pas d'énergie. C'est une isomérisation du dihydroxyacétone phosphate et en glycéraldéhyde. Donc, c'est le glycéraldéhyde 3-phosphate qui emprunte la voie de la glycolyse, hein, pas le dihydroxyacétone phosphate. Le dihydroxyacétone phosphate doit être transformé en glycéraldéhyde 3-phosphate par une isomérase. Ça, c'était la voie majeure. La voie mineure, elle ressemble beaucoup trop à la glycolyse, c'est quasiment la glycolyse. Donc, on a le fructose qui va être phosphorylé, mais cette fois-ci sur le carbone 6 par une hexokinase. Ça va nous donner le fructose 6-phosphate. Et là, on est en plein dans une glycolyse. Donc, la phosphofructokinase 1, qui va nous donner fructose 1,6 biphosphate. Il va y avoir une autre aldolase, donc une aldolase A, une autre, ou bien l'aldolase B, celle qu'on a vue, pour nous donner la même chose, le dihydroxyacétone phosphate et le glycéraldéhyde 3-phosphate, et ainsi de suite, pour arriver à la fin de la glycolyse. Mais les pathologies qu'on va voir aujourd'hui, c'est les pathologies de la voie majeure, parce que c'est elles qui concernent essentiellement le fructose. Cette voie, elle est vraiment mineure. Est-ce que c'est clair? Si on veut chercher où est la glycolyse, elle est là. Elle est here. La glycolyse, c'est ça. Glucose ici, glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est comme si on était en train de réviser la glycolyse, hein. C'est pour ça que c'est très facile comme catabolisme. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on m'entend? Alors, on passe à la suite. Donc, vous retenez bien sûr la voie catabolique. Donc, on passe aux pathologies. Donc, pour les pathologies, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont, on va dire, moins graves que les galactosémies. Donc, premièrement, on va parler d'un régime trop riche en fructose. Ça, c'est les gens qui mangent beaucoup trop de sucre et beaucoup trop de fruits.
On a la deuxième, la fructosurie essentielle. Et en troisième, le déficit en aldolase B. Donc, un régime trop riche en fructose. Un régime trop riche en fruits, en fait. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? En fait, c'est mauvais. À long terme, c'est très mauvais. Pourquoi? On revient à la voie métabolique. Donc, un régime trop riche en fructose, en fruits. Pourquoi c'est mauvais? Parce que la première réaction, elle est rapide. La première réaction, elle est rapide. C'est-à-dire que le fructose va être transformé en fructose 1-phosphate très rapidement. Mais la deuxième réaction, celle du clivage, elle est très lente par rapport à la première. Donc, si on apporte trop de fructose tous les jours, une trop grosse quantité, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le fructose 1-phosphate va s'accumuler. Pourquoi? Parce que la réaction en amont, elle est rapide, et la réaction juste après, elle est trop lente. Donc, si on apporte trop de fructose, ça va faire que le fructose 1-phosphate va s'accumuler dans le foie. Et ça, c'est pas bon, parce que c'est du fructose 1-phosphate. Ça, c'est mauvais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le fructose 1-phosphate va capter beaucoup trop de phosphate inorganique. Ça, c'est très important. Le phosphate inorganique, il sert à quoi? Il sert à resynthétiser l'ATP. Ou ça, au niveau de la phosphorylation oxydative, à partir d'ADP et d'AMP. Le phosphate, il sert à resynthétiser l'ATP pour synthétiser en fait de l'énergie. Donc, on dit que le fructose va séquestrer le phosphate. Ou le phosphate, il faut savoir que le phosphate, on n'a pas des quantités illimitées de phosphate. Hein. La cellule ne possède pas de quantité illimitée de phosphate. Donc, le phosphate, au lieu de se retrouver en fin de chaîne pour synthétiser l'énergie, il va être séquestré ici, à cause d'une charge trop importante de fructose. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il ne va pas y avoir synthèse suffisante d'ATP. Ça, déjà, c'est mauvais pour le fonctionnement de l'organisme. Et surtout, ça va faire que l'ADP et l'AMP qui n'ont pas pu être transformés en ATP à cause d'un manque de phosphate qui est séquestré ici, ils vont être détruits. On parle d'ADP et de GDP, hein, d'adénine et guanine, les deux. Donc l'ADP et le GDP, ils vont être catabolisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu être recyclés en ATP. Ils vont être catabolisés. Et ça, c'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Le catabolisme trop important de l'adénine et de la guanine, ça va faire qu'il va y avoir formation d'acide urique, une formation trop importante. Et donc, une hyperuricémie et donc possibilité d'installation de la maladie de la goutte. Et donc, la maladie de la goutte, tout le monde la connaît. Elle survient chez les gens qui mangent beaucoup trop de viande. Pourquoi? Parce que dans la viande animale, donc il y a trop d'adénine et de guanine, trop de nucléotides. Et c'est les gens qui mangent beaucoup trop de fruits. Donc, c'est pour ça que la maladie de la goutte, elle a été découverte très, 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 très longtemps. Donc, c'est les médecins, on va dire, de l'Antiquité. Elle ne touchait que les personnes aisées. C'est pour ça qu'on l'appelait la maladie des rois. Parce qu'il n'y avait que cette catégorie donc sociale qui pouvait manger beaucoup de viande et beaucoup de fruits. Donc, pour la maladie de la goutte, on va la voir dans un corps qui lui est spécifique. Hein. Ça, c'est juste pour vous décrire le rôle des fruits, et donc du fructose, dans l'installation ou bien le développement de la maladie de la goutte. Est-ce que c'est clair? Donc, relation entre fructose, fruits, un régime trop riche en fruits, et la maladie de la goutte. Est-ce que c'est bon? Oui, donc c'est le point le plus important. Donc l'ATP, pourquoi le fructose est catabolisé? Pour former de l'ATP. Comme tu vois, le début de la glycolyse, il va y avoir
consommation d'ATP. C'est comme si la cellule, elle est en train d'investir de l'ATP. Elle est en train de perdre de l'ATP. À la fin de toutes ces réactions, on a dit pyruvate, il va rejoindre le cycle de Krebs. Après le cycle de Krebs, c'est la phosphorylation oxydative au niveau de la mitochondrie. Le but, c'est de produire plus d'ATP que d'ATP consommé au début. Là, c'est des consommations d'ATP. Comme tu fais, ATP consommé, ATP consommé, ATP consommé. Ça, on appelle ça un investissement énergétique. Avec le phosphate, où est-ce qu'il est consommé? Il est porté sur les catabolites. Pour qu'en fin de réaction, il n'y a pas que ça, hein, c'est très long, on va synthétiser de l'ATP. Le but, c'est de synthétiser de l'ATP. Donc, s'il n'y a pas de synthèse d'ATP à partir d'ADP, l'ADP, il doit dire pendant trop longtemps. Il n'y a pas de, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de phosphate. Il est séquestré dans le fructose, par le fructose. Qu'est-ce qui va se passer? L'ADP va être détruit, catabolisé. Et la source d'acide urique, c'est bien sûr l'adénine de l'ATP et la guanine de l'ATP. C'est-à-dire la source de l'acide urique. Il n'y a pas d'autre source. Hein. Donc l'acide urique, il ne provient pas des protéines, comme l'urée, etc. Non, il provient de l'adénine et de la guanine. Donc pourquoi il a été détruit? Parce qu'il n'a pas pu être transformé en ATP, recyclé en ATP. Donc c'est pour ça que ça va augmenter le taux d'acide urique. Et si la personne continue d'avoir un régime toujours trop riche en fruits et bien sûr trop riche en viande, donc les deux causes de la goutte, ça va faire qu'à un certain moment, il va y avoir accumulation d'acide urique un petit peu partout dans le corps. Il va s'accumuler un petit peu partout dans le corps, surtout dans les articulations, surtout au niveau du doigt, donc le gros doigt, pardon, le gros orteil. C'est ce qu'on appelle la crise de goutte. Et donc, je pense que tout le monde, dans son entourage, connaît quelqu'un au moins qui a la maladie de la goutte. Donc, ils se plaignent toujours de leurs articulations, surtout celle du gros orteil. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la séquestration de phosphate par le fructose va provoquer une hyperuricémie. Est-ce que c'est clair? Non, c'est pas. En fait, c'est la raison seconde. C'est une raison secondaire hein, pour la maladie de la goutte. Hein. La vraie raison pour la maladie de la goutte, c'est bien sûr manger beaucoup trop de viande. La viande qui contient trop de nucléotides et donc cataboliser toute cette viande revient à fabriquer beaucoup trop d'acide urique. Donc, on va dire que c'est la deuxième cause de la crise de goutte. Manger trop de viande, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est manger trop de sucre, trop de fruits, pardon. Alors, ça, c'est très important parce que c'est beaucoup plus fréquent en fait que les deux autres pathologies. C'est pour ça qu'on en parle. Il vaut mieux connaître les pathologies les plus fréquentes. Comme ça, on ne rentre pas dans une, on va dire, science sans contexte. Il faut toujours penser aux causes les plus fréquentes avant de penser aux causes les plus rares. Alors, deuxième pathologie qu'on va voir aujourd'hui, c'est un déficit enzymatique. On l'appelle la fructosurie essentielle. Donc, pour les noms, parfois pour une pathologie, par exemple, on a la galactosémie classique. Pourquoi on l'a appelée la galactosémie classique? Parce que c'est la première galactosémie qui a été décrite. Des fois, fructosurie essentielle. Pourquoi on fait référence à l'urine, fructosurie? Parce que elle a été découverte pour la première fois, la pathologie, détectée dans les urines, tout simplement. Donc, on lui a donné le nom, on va dire c'est son nom commun, son nom spécifique, la fructosurie essentielle. Donc, c'est un déficit enzymatique. Hein. Donc, c'est une anomalie génétique rare à transmission autosomique récessive, entièrement bénigne. Vous allez me dire pourquoi c'est bénin, parce que normalement, pourquoi ça va être bénin, qui se caractérise par l'apparition de fructose dans les urines après l'ingestion d'aliments contenant du
fructose. Elle est la conséquence d'un déficit en fructokinase, qui est la porte d'entrée de la voie métabolique du fructose. Le fructose ingéré est en partie excrété tel qu'il est dans les urines. Donc, on a dit l'enzyme déficiente, c'est bien sûr la fructokinase. Et on a dit surtout qu'elle était entièrement bénigne. Donc, pourquoi elle est entièrement bénigne? Entièrement bénigne, ça veut dire oui, elle n'est pas du tout fatale, hein. Mais pourquoi elle n'est pas bénigne? Par rapport à la voie métabolique. Donc, je répète la question. Donc, je répète la question. On a dit que la fructosurie essentielle est entièrement bénigne. Et le déficit concerne cette enzyme, la fructokinase. Donc, le déficit concerne cette enzyme. Et on a dit aussi, elle est bénigne. Pourquoi elle est bénigne? Non, la voie, elle est majeure, hein. C'est la voie majeure. Oui. Ça, c'est une demi-réponse. Donc, ceux qui pensent que parce qu'il y a deux voies, il y a une autre alternative, oui. Donc, on va dire que c'est une très bonne réponse, mais la vraie réponse, elle est beaucoup plus évidente que ça. Même s'il n'y avait pas d'alternative, elle resterait bénigne. Pourquoi? On va dire que ceux qui ont dit que c'est parce qu'il y a une alternative, oui. Lorsqu'il y a une voie alternative, déjà le but des voies alternatives, c'est ça. On a compris que l'organisme propose toujours des voies alternatives pour remédier à des situations qui marquent. Mais pourquoi, dans le cas de cette enzyme, la fructokinase, même s'il n'y avait pas de voie alternative, ça resterait quand même bénin? Oui, bien sûr. Il y a d'autres sources il y a d'autres sources de formation d'ATP, bien sûr. On a le glucose, le galactose. Oui, ça, c'est pas un problème, hein. Alors, la réponse, elle est très importante. Donc, on en a parlé hier, mais maintenant, essayez de la retenir. Oui. Donc, oui. Donc, quelqu'un a répondu. Oui. Donc, ça, c'est la vraie réponse. Oui. OK. Donc, la vraie réponse, c'est que le problème, c'est pas un problème majeur. Pourquoi? Parce que le fructose, là, le problème, il va pas être phosphorylé. Donc, il ne va pas être piégé dans le foie. Il ne va pas être piégé dans le foie. Il ne va pas séquestrer de phosphate. Il va tout simplement, on a dit, il a une voie minoritaire, donc on a dit une voie mineure. Ça, il peut être catabolisé, mais à un taux très faible. OK? Mais il va pas s'accumuler dans le foie. Il ne va pas s'accumuler dans le foie. Quand on dit s'accumuler, c'est s'accumuler avec un taux pathologique, hein, jusqu'à ce que l'hépatocyte ne puisse plus stocker avec le fructose 1 phosphate. Il va tout simplement ressortir, l'excès, il va ressortir du foie. C'est pour ça on l'appelle fructosurie essentielle. Ça veut dire qu'il va être libéré dans les urines. Donc si on dose le taux sanguin de fructose et le taux urinaire, ils vont être élevés, mais ce n'est pas grave.
le taux urinaire de fructose, c'est un moyen de se débarrasser de fructose. Donc, la vraie réponse, c'est qu'il peut ressortir du foie. Il ne va pas s'accumuler dans la cellule hépatique. Voilà pourquoi, la vraie raison pourquoi c'est bénin. Donc, cette pathologie, elle est bénigne. Le seul signe clinique qu'on peut avoir, c'est des urines qui vont être très sucrées. Donc, très, très sucrées, hein, parce que le pouvoir sucrant du fructose, c'est jusqu'à 2 fois, on va dire, il est plus sucrant que le glucose. Hein. Le glucose, déjà, a un pouvoir sucrant très élevé. Le fructose, il est encore plus sucré. Donc, c'est pour ça, les enfants qui ont une fructosurée essentielle vont voir des urines qui sont très, très sucrées. Mais à part ça, c'est bénin. Il n'y a pas d'autres signes graves. Est-ce que c'est clair? Il peut ressortir parce qu'il n'a pas été phosphorylé. Donc, deuxième pathologie, et notre dernier, voilà, la fin du cours. Donc, je vous ai dit que le cours va être extrêmement rapide. Hein. Deuxième pathologie, et je vais vous laisser pour une fois. Alors, donc, au lieu de me poser les questions dans discussion privée, normalement, il y a normalement, il y a une section questions-réponses, non? Normalement, il y a une section questions-réponses. Comme ça, tout le monde voit la question. Donc, est-ce que c'est une complication chez le diabétique? On est en train de parler de quelle complication? Les urines sucrées ou bien la fructosurie? Oui, bien sûr, les urines sucrées, oui. Parce que il va y avoir une hyperglycémie qui va être, le rein va essayer de la corriger en laissant passer les urines, en laissant passer le sucre, le glucose. Oui, c'est vrai. Ça augmente le risque d'infection urinaire. Oui. Si vous trouvez la section questions-réponses, vaut mieux poser les questions thématiques. Comme ça, tout le monde les voit. Ou les faire à tout le monde. Je crois que... Donc, match Bitcoin, c'est bénin ou là qui fait? Faut pas que ça soit bénin, là. Ok. Parce que la question, c'est très important. Hein. Parfois, même moi, j'oublie d'aborder quelques notions. Donc, pas besoin de répéter. Si vous avez d'autres questions, sinon on passe à la deuxième pathologie, ou bien la troisième pathologie, le déficit en aldolase. Donc, on passe au deuxième déficit. Donc ça, c'est une bonne question. On a dit que le déficit en fructokinase va arrêter le cycle, la voie majeure. Y a-t-il des complications? Donc, premier bon point, on va dire, pour ce déficit, le fructose, sans qu'il soit phosphorylé, n'est pas toxique. Pourquoi il n'est pas toxique? Parce qu'il peut ressortir du foie. Donc, il n'y a aucun intérêt concernant l'hépatocyte. Il ne va pas y avoir d'accumulation de fructose 1-phosphate. Donc, il ne va pas y avoir cette complication. Maintenant, on peut penser à la suite. Ça veut dire que le fructose, chez ces personnes, ne va plus être catabolisé. Ne va plus être catabolisé ou bien il va être catabolisé très lentement grâce à la voie alternative. Donc,
il va y avoir, on peut imaginer qu'il peut y avoir des troubles, on va dire un manque de production d'énergie. C'est tout ce qu'on peut imaginer. Mais avec le manque, il est tout à fait, on va dire, comblé par le glucose. Parce que le glucose, par rapport au fructose, en termes de quantité et en termes d'efficacité énergétique, est plus important. Donc là, on va dire, on peut imaginer qu'il peut y avoir un déficit énergétique parce que la voie majeure, elle est arrêtée. Mais il ne va pas y en avoir parce que le glucose va prendre il va même pas prendre le relais. Le glucose, c'est lui, on va dire, le principal producteur d'énergie, le principal carburant. Donc, aucun problème. Elle reste bénigne. Donc, on va passer à celle qui n'est pas bénigne, le déficit en aldolase B. Donc, le déficit en aldolase B, c'est la deuxième, hein. Donc, je vais lire et je vais vous laisser, on va dire, faire vos propositions concernant le pourquoi. Donc, l'absence de l'aldolase B qui clive le fructose 1-phosphate intracellulaire entraîne son piégeage dans le foie, et ça, c'est le mot-clé, ce qui va devenir grave, et le dysfonctionnement de ce dernier. Donc, ce qui peut s'accompagner d'une hypoglycémie sévère, de vomissements, de jaunisse et d'hémorragie. Donc, je vous laisse. Pourquoi? On va commencer par la plus simple, hein. Oui, pourquoi hypoglycémie? Pourquoi hypoglycémie? Donc, si je peux rajouter un détail, c'est hypoglycémie à jeun, bien sûr, pas après un repas. Donc, les gens qui ont un déficit en aldolase B, qui prennent du fructose quand même, vont souffrir d'hypoglycémie à jeun qui vont être sévères. Pourquoi? Oui, ça c'est une réponse, on va dire, juste, c'est que le glucose va être plus utilisé. Autre réponse. Donc le schéma, c'est ça, hein. Il va y avoir piégeage du fructose 1-phosphate. Et ça s'arrête là. Le fructose 1-phosphate ne peut plus être clivé, ne peut plus rejoindre la, euh, la voie des pentoses, pardon, la glycolyse. Et bien sûr, la voie mineure, elle reste toujours active à un taux très bas, avec un taux qui est très bas. Mais le plus grave, vous vous concentrez sur ça, hein, le fait que le fructose 1-phosphate a été piégé. Donc, une réponse a été proposée, c'est que pour la formation d'ATP, l'organisme va surutiliser le glucose. Ça, c'est juste. Ça fait partie de la physiopathie. Ça, il y a une autre réponse qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus concrète. On est en train de vous dire, le fructose 1-phosphate va s'accumuler. Il ne va pas s'accumuler, ça y est. Il va s'accumuler et endommager l'hépatocyte.
L'hépatocyte, quand elle ne fonctionne plus, le foie, il faut se rappeler qu'est-ce que le foie par rapport au sucre. Le foie, c'est un réservoir de glucose. Donc, je vous donne on va dire la réponse principale, on va dire, hein, la vraie réponse. Le foie est un réservoir de glucose sous forme de glycogène. Si l'hépatocyte est atteinte, insuffisance hépatocellulaire, insuffisance hépatique, on peut l'appeler comme on veut, lorsqu'elle ne fonctionne pas normalement, pourquoi? Parce qu'il y a accumulation de fructose 1-phosphate. Dans les périodes de jeûne, chez quelqu'un de normal, l'hépatocyte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va libérer le glucose à partir du glycogène. Lorsqu'elle ne fonctionne pas normalement, donc les périodes de jeûne ne vont plus être couvertes par le foie. Il ne faut jamais oublier que le foie, c'est lui qui régule la glycémie. C'est toujours juste. Non, on est en train de voir les détails, etc., etc. Mais qu'est-ce qui régule la glycémie? C'est toujours le foie. C'est lui qui va absorber l'excès en postprandial, l'excès de glucose en postprandial est transformé en glycogène, et c'est lui qui va donner du glucose en période de jeûne pour éviter que la glycémie ne baisse trop. Donc c'est lui qui va la réguler en fait. Ça, avec la phrase, elle est toujours correcte. Alors, en tout cas, quand on a parlé pour la première fois du foie, du glucose, etc., on m'a dit que le foie régule la glycémie. C'est toujours vrai. Donc, si le foie ne fonctionne plus normalement, et on parle dans ce cas d'une insuffisance hépatocellulaire, dans le cas de cette maladie, elle va être provoquée par le fructose 1-phosphate. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Des crises d'hypoglycémie. C'est-à-dire que le foie ne donne plus, correctement du glucose en période de jeûne. Est-ce que c'est clair? Alors, le mot-clé, c'est insuffisance hépatocellulaire, hein, dégradation de l'hépatocyte. Et puis, on va dire, quand on parle quand on fait de la biochimie, il y a beaucoup on va dire, de réflexion. Vous voyez? Parce que on va pas apprendre et connaître les voies métaboliques pour ne pas, on va dire, pour les apprendre bêtement. Donc, la réponse qui a été donnée lorsque de surconsommer du glucose, ça aussi, ça fait partie de la physiopathie, hein. C'est normal parce que on sait que puisque le fructose ne va plus être un carburant, le glucose va être surutilisé. Ça aussi, c'est une bonne réponse. Mais là, on va dire la réponse, la réponse la plus correcte, c'est que le foie ne va plus fonctionner normalement, de toute façon. Donc, il ne va plus libérer du glucose en période de jeûne. Les vomissements, donc tout ce qui touche le foie, tout ce qui atteint le foie, ça provoque des vomissements. Oui. La jaunisse, donc on est en train de parler d'ictère. Donc l'ictère, c'est toujours à cause d'une insuffisance hépatocellulaire. Comme tu oublies tout ça, ça s'explique par une insuffisance hépatocellulaire. Donc un l'ictère, c'est tout simplement que la bilirubine, elle ne va plus être conjuguée, tout simplement, avec atteinte des voies biliaires euh, pour éliminer la bilirubine. Et donc, la bilirubine va se retrouver dans le sang et provoquer un signe clinique classique, très connu, qu'on appelle l'ictère ou bien la jaunisse. Et l'hémorragie, mais si vous me donnez la réponse, l'hémorragie, c'est toujours à cause d'une insuffisance hépatocellulaire, hein. Mais plus précisément, à votre avis, pourquoi? Ok, oui. Donc, la réponse donnée, à cause des protéines de la coagulation.
toutes les protéines de la coagulation sont synthétisées par le foie. Donc, si le foie ne fonctionne plus, est en insuffisance fonctionnelle, il n'y a plus de synthèse de protéines et donc ça peut donner une hémorragie ou ce qu'on appelle communément les troubles de l'hémostase. Et là, on peut rajouter d'autres signes cliniques, synthèse des protéines. Donc, ça va nous donner des acides ou bien des œdèmes. Tout ce qui est synthétisé par le foie va être manquant, donc ça peut se répercuter cliniquement par des signes d'insuffisance hépatocellulaire ou bien insuffisance hépatique. Donc, ce qu'il y a à retenir dans ce cours, c'est simple en fait. C'est que lorsqu'il y a un déficit au tout début de la voie, c'est pas grave, c'est bénin, mais au milieu, surtout lorsque ça va faire que le métabolite va être séquestré dans l'hépatocyte et on continue l'apport en fructose bien en galactose, ça va faire que l'hépatocyte, il va être intoxiqué, c'est ce qu'on appelle une intoxication. C'est ça la définition d'une intoxication. Intoxiqué par ce métabolite, soit le galactose 1-phosphate, ou bien le fructose 1-phosphate. Et ça va nous donner une insuffisance hépatique, qui peut être grave. Et là, on n'a pas de, pour la partie d'aujourd'hui, on n'a parlé ni de traitement, ni de diagnostic. Donc, pour le diagnostic, c'est toujours la même chose. Par exemple, on a des signes d'appel chez le bébé d'une atteinte hépatique. Hein. Pour l'aldolase B, il va y avoir une atteinte hépatique. Donc, une courbe pondérale qui va être trop lente. On va avoir des signes digestifs de vomissement, nausées, etc., refus de s'alimenter. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On peut avoir des troubles de l'hémostase, un ictère. Donc ça, c'est des signes cliniques qui vont nous orienter vers un déficit enzymatique, par exemple. Hein, on a de l'ASB. Pour le diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un dépistage en dose le fructose dans les urines et dans le sang. Ça, c'est un dépistage. Pourquoi on peut l'utiliser dans un dépistage? Parce que c'est facile de doser le fructose. Si c'est positif, on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire on fait un dosage enzymatique, dosage de l'activité enzymatique spécifique pour voir si l'enzyme elle existe ou pas dans le tissu, donc soit sur une biopsie de foie, soit sur tout autre tissu, par exemple les globules rouges. Sinon, s'il est positif, on peut confirmer le diagnostic définitivement puisque c'est un déficit enzymatique et donc c'est une anomalie au niveau du matériel génétique, on peut faire ce qu'on appelle le diagnostic moléculaire. Donc, je vous ai dit que la logique diagnostique pour tous les déficits enzymatiques, c'est exactement la même. Hein. Et pour le traitement, c'est un traitement éviction. On évite de prendre le fructose, tout simplement. Donc, si on devait imaginer une voie thérapeutique, la voie thérapeutique, elle peut être de deux solutions. On est en train d'en parler, contexte à Covid. On est en train de parler d'un vaccin, un ARN. Donc, c'est un vaccin qui va apporter un ARN. L'ARN va être traduit. Par exemple, on peut imaginer la même voie thérapeutique que dans les déficits enzymatiques. Hein. Donc, on donne un médicament à base d'ARN. L'ARN de quoi? L'ARN de l'enzyme. Ou bien, il y a même des recherches dans ce sens, on va aller directement sur l'ADN le modifier. Tout ça, on appelle la thérapie génique, mais on en est très, très, très loin. Donc, est-ce qu'il y a une question? Donc, la semaine prochaine, on verra aussi des pathologies, on va dire, des déficits enzymatiques qui concernent le métabolisme du sucre. Et on va voir le glycogène. Donc, le glycogène, ça va être beaucoup plus chargé. Hein. Là, on a vu, on va dire, 5 à 6 pathologies.
Le glycogène, on va en voir 10. Donc, si vous pouvez réviser juste, enfin réviser juste avant, ça nous aiderait beaucoup pour faire un cours un peu plus rapide. S'il n'y a pas de questions, je vous dis à la semaine prochaine. Ok, allez, bonne journée à tous. On se voit la semaine prochaine.